Bonjour à tous. Est-ce que le micro, ça fonctionne? Vous m'entendez bien? Ouais. Vous pouvez vous approcher un poil plus. Ah. Allez-y. Voilà. Alors donc, bonjour à tous. Je m'appelle Clara Balestra. Je suis une ancienne étudiante de l'école de Lyon. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter mon mémoire de fin d'études. Et j'ai choisi de soutenir le sujet suivant: l'utilité des mesures des propriétés acoustiques de la cavité résiduelle pour comprendre les réglages audioprothétiques. Alors, dans un premier temps, la cavité résiduelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la partie du conduit auditif externe qui va de la sortie de l'écouteur au niveau de la surface externe de l'embout jusqu'au tympan. Et en fait, le volume de la cavité résiduelle, il est divisé en deux parties. On a d'un côté donc le volume d'air qui va de l'embout jusqu'au tympan et également le volume de la membrane tympanique. Pour contextualiser un petit peu, aujourd'hui, les audioprothésistes, on a plusieurs moyens d'arriver à un bon réglage, un réglage qui est à la fois confortable et efficace pour le patient. Donc, certains audioprothésistes vont utiliser la méthode du fabricant, d'autres la mesure in vivo, la chaîne de mesure. Mais malgré tous ces outils qu'on a à notre disposition, parfois, c'est pas satisfaisant. On n'arrive pas au réglage qu'on attendait. Et donc, c'est pourquoi je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres éléments à prendre en compte pour améliorer les réglages. Donc, je me suis intéressée aux caractéristiques de la cavité résiduelle, l'objectif étant d'essayer de comprendre dans quelle mesure elle pouvait avoir un impact sur le SPL au tympan et donc sur le RECD et le REDD. J'aimerais juste faire un rapide rappel de certains termes. L'audioprothésiste, il va recueillir les seuils auditifs de son patient à travers l'audiomètre et on va voir les résultats en dB/HL. Mais par contre, les performances des aides auditives, elles sont en dB/SPL. Donc, pour pouvoir comparer ces deux éléments entre eux, il va falloir parler la même langue et donc convertir nos seuils dB/HL en dB/SPL. Pour cela, donc, on a deux moyens d'y arriver. Soit on passe par le CDD puis le RECD, ou bien directement par le REDD. Donc, pour répondre à notre problématique, on a réussi à recueillir un panel de 32 participants qu'on a répartis en différents groupes. Le premier groupe est composé de 17 participants sans antécédent ORL particulier. Le second de 9 participants pour lesquels on suspecte une pathologie de l'oreille moyenne. Et le groupe C de 6 participants pour lesquels une pathologie de l'oreille moyenne a été avérée par l'ORL. Au niveau du matériel, donc on a utilisé le matériel qu'on retrouve en cabine d'audioprothèse et en plus on a eu la chance d'avoir accès à la Verifit 2 qui nous a permis de réaliser la mesure du REDD, mais également le système de diagnostic ear-ID. Donc c'est un système qui nous a été prêté par Annie Moulin, chercheuse au CNRS, qui nous a permis à travers la mesure de réflectance tympanique d'estimer les volumes de cavité résiduelle. Donc pour le protocole, un rendez-vous d'1 heure a suffi pour réaliser l'intégralité des tests pour nos patients. Donc on a commencé par l'examen des conduits auditifs externes, puis les mesures de caractéristiques acoustiques d'oreille moyenne à travers le système ear-ID. Ensuite, on est passé aux mesures d'oreille réelles. Et enfin, on a terminé par le recueil des seuils auditifs en conduction aérienne et en conduction osseuse. Donc, passons à présent aux résultats de notre étude. Que ce soit pour le RECD ou pour le REDD, on arrive à la même finalité. Donc, tout groupe confondu, on a constaté que le RECD et le REDD pouvaient varier très largement d'un individu à un autre, et parfois même chez les oreilles droite et gauche d'un même individu. Et en moyenne, le RECD mesuré et le REDD mesuré sont similaires au RECD standard et au REDD standard de la norme ANSI. Pour les résultats au niveau de la réflectance tympanique, dans un premier temps, en fait, on a cherché à analyser les données en fonction des 3 groupes et on s'est rendu compte à travers le groupe A, donc c'est le groupe pour lequel on n'a pas de pathologie ORL particulière. Les réflectances, elles devraient être normales, entre guillemets. Et en fait, sur les 17 participants, on en a 11 qui avaient des réflectances qui sortaient de l'intervalle normatif.
Donc voilà, suite à ces résultats un petit peu étonnants, on s'est dit que plutôt que d'utiliser des groupes qui donnaient des résultats un petit peu arbitraires, il valait mieux réunir l'ensemble des données, le but étant d'observer les variations du RECD et du REDD lorsque les volumes de cavités résiduelles varient. Donc à travers la seconde figure en noir et blanc, on a donc toutes les réflectances de nos patients et en fait on remarque, et c'est un résultat bien connu dans la littérature, que la réflectance elle est minimale au niveau des fréquences médium, donc entre 1000 et 4000 Hz, et maximale dans les basses fréquences et hautes fréquences. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand la réflectance est minimale, l'absorbance est maximale. Et donc, entre 1000 et 4000 Hz, le son, en fait, c'est là, au lieu d'être réfléchi par le tympan au niveau de l'oreille externe, il sera au niveau de ces fréquences-là plutôt plus transmis au niveau de l'oreille moyenne et l'oreille interne. À partir donc des résultats de réflectance, on a pu estimer les volumes de cavités résiduelles de nos participants et donc on peut à présent analyser la corrélation entre les mesures d'oreille réelle RECD, REDD et les volumes de cavités résiduelles. À gauche, on a la corrélation avec le volume d'air. On voit que c'est une corrélation qui est significative sur presque toutes les fréquences, sauf à 1000 Hz, et que la corrélation elle est négative, ce qui veut dire que le RECD et le REDD vont avoir tendance à varier de façon inversement proportionnelle avec le volume d'air. Et à droite, c'est la corrélation avec le volume du tympan. Donc ici, la corrélation, elle est significative, mais uniquement en basse fréquence, jusqu'à 1000 Hz. Et là encore, cette corrélation est négative, ce qui veut dire que le RECD et le REDD vont avoir tendance à varier inversement proportionnel, de façon inversement proportionnelle avec le volume du tympan. Donc finalement, les résultats de notre étude ont permis de montrer que le volume d'air et le volume du tympan influencent des mesures de RECD et REDD et donc influencent le SPL au tympan. Et donc concrètement, plus le volume d'air est important, plus le SPL au tympan sera faible. Et on comprend aussi que la membrane tympanique, elle va jouer un rôle majeur en basse fréquence. Et donc plus le SPL au tympan va avoir tendance à diminuer avec l'augmentation de la compliance, donc de la souplesse du tympan. Pour les limites, on note la reproductibilité de la mesure du REDD et également des fuites acoustiques présentes en basse fréquence lors de mesures de seuil, d'oreille réelle et de réflectance. Pour conclure, finalement, en fait, on a cherché à savoir au sein de ce mémoire si la variabilité interindividuelle du RECD et du REDD pouvait s'expliquer par les variations interindividuelles des volumes de cavités résiduelles. Nos résultats ont confirmé l'influence des caractéristiques de la cavité résiduelle sur le RECD et le REDD et donc sur le SPL au tympan. Au niveau des perspectives, je pense qu'il serait intéressant à l'avenir d'intégrer, si possible, dans le parcours de soins du patient, les mesures d'oreille moyenne pour améliorer les réglages des audioprothésistes pour leurs patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, vous êtes parfaitement dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, du coup? Est-ce qu'on peut poser des questions? Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour votre beau travail de mesure. Alors, j'avais juste une question, peut-être une deuxième, mais je veux faire vite. Est-ce que vous avez une explication pour la dispersion des valeurs entre le REDD et le RECD? Ah, je peux pas mettre. On a pensé à tout ce qui est, comme il y a une grosse variabilité, on s'est dit que peut-être c'était ça justement les limites avec l'insertion de l'insert. Peut-être qu'il y avait des fuites acoustiques, mais c'est vrai qu'en moyenne, on arrive à peu près sur la même chose que le RECD standard. C'est aussi en fonction des volumes, tout simplement. Hein. On a eu des patients hommes, des patients femmes qui avaient des volumes de conduits auditifs qui étaient plus ou moins importants, d'où ces variations. Oui, il y a ces variations-là pour le RECD aussi.
Oui, par rapport au REDD, pardon, vous me... Entre REDD et RECD? Alors là, c'est vraiment la limite, je pense, au niveau de l'insertion de la mousse lors de la mesure à la Verifit 2. Je pense qu'il y a eu des fuites acoustiques. C'est peut-être ça qui a... Ok, et puis juste une dernière petite question. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait préconiser dans l'avenir une mesure en cabine d'audioprothèse de la réflectance? Ça aura un intérêt? Oui, moi je pense que ça pourrait avoir un grand intérêt de le rajouter parce qu'on mesure en fait ce qu'il y a jusqu'à présent quand on fait de la mesure in vivo, on s'arrête au tympan et là en fait on va au-delà. Donc je pense que ça serait intéressant de le rajouter dans le parcours de soins du patient. Je vous remercie. Merci à vous. Dans le même type de question, est-ce que vous pensez s'il y a des réflexes tapédiens, s'il y a une impédance-métrie qui est modifiée, ça change quelque chose sur vos mesures in vivo? Et quelles seraient, selon vous, les adaptations à envisager? Alors, je pense que ça doit changer quelque chose. Après, je pense que ce serait intéressant de poursuivre justement mon mémoire en ce sens. Aujourd'hui, je ne crois pas que les audioprothésistes puissent réaliser la tympanométrie. Alors, ils peuvent. Ah, on peut? D'accord. À partir du moment où c'est dans un cadre audioprothétique. D'accord. Voilà. Si Okay. vous estimez que c'est nécessaire d'un point de vue audioprothétique, d'accord. Vous pouvez le faire. Parce que comme je sais qu'on envoie, on va modifier la pression dans le conduit auditif. Je sais qu'avec le système diagnostic EarID, là, il n'y a pas de modification de pression. C'est ça la différence avec la tympanométrie. Et on teste aussi toutes les fréquences. Alors que la tympanométrie, il me semble, c'est 226 Hz, ce qu'on envoie. Donc voilà. Mais je pense que ça serait intéressant de le prendre en compte en plus, en effet. Après, qu'est-ce qu'on ferait après, ça à voir, mais voilà. On peut le faire sur d'autres fréquences, effectivement, et peut-être que c'est un élément à envisager dans le référentiel compétences de l'audioprothésiste qui a besoin d'avoir des compétences élargies, je pense. Éventuellement. Merci, on va enchaîner si on veut garder le temps. Merci à vous. Merci à vous.